Bienvenue à cette première commission éthique et conformité organisée dans le cadre d'un webinar. Bon, comme tout le monde le sait, la situation sanitaire fait que ça nous contraint un petit peu. C'est pas la situation qu'on préfère et on préfère se réunir tous ensemble de façon conviviale pour échanger. C'est toujours un petit peu plus simple. Avant de commencer et de vous présenter nos invités du jour, je vais laisser la parole, comme à chaque fois, à notre président préféré, Étienne. Merci Frédéric, mais simplement pour vous accueillir et à ceux qui sont maintenant présents, je voulais vous remercier d'être là malgré ces conditions sanitaires. On espère que c'est une des dernières commissions qui se tiendra dans cette forme-là et que en 2021, nous pourrons les reprendre notre rythme de commission et de réunions physiques. Nous allons aborder ce matin un sujet très important, c'est les conditions d'application des règles de l'AFA, de l'Agence française anticorruption. Et de plus en plus, la compliance ou la conformité est un sujet qui touche nos entreprises en Afrique et gérer, c'est prévoir. Donc, il faut s'organiser pour savoir comment, si cela arrive, et à l'occurrence, vous êtes confronté à ces difficultés dans vos entreprises, comment il faut faire pour y répondre. Donc, je pense qu'on est tout à fait, non pas dans un état d'esprit catastrophique, mais dans un état d'esprit de préparation pour bien répondre à un défi qui nous est posé. Donc, je remercie nos amis techniciens et spécialistes d'avoir consacré du temps pour nous exposer cette manière de faire. Et je vous souhaite à tous une très bonne réunion, une bonne santé, et je vous conjure de faire attention. J'en sais quelque chose. Bonne réunion. Merci, merci Étienne. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous présente rapidement donc nos invités du jour, que je remercie vraiment pour leur participation en amont, puisque ils ont travaillé pour nous, pour organiser ce webinar. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui 3 avocats renommés du cabinet Brian Kev Layton & Pessner. Nous avons donc au milieu Maître Cécile Terré, qui est avocate, qui pourra également se présenter si je dis une grosse bêtise la concernant. Elle est également présidente de l'association des compliance officers de Paris 2 avec moi, donc c'est quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là depuis longtemps. À sa gauche, Maître David Père, qui défrait la chronique positivement dans tous les journaux de France et de Navarre, en raison de sa compétence en matière pénale et de négociation des affaires de pénal des affaires. À la droite de Cécile, Maître Mathieu Taupin, également avocat, et qui viendra donc compléter le sujet abordé aujourd'hui, qui sont de préparer et d'accompagner les entreprises qui pourraient faire l'objet des enquêtes AFA, sachant que c'est un sujet qui va revenir d'actualité, puisque l'AFA qu'on peut rencontrer et qu'on a pu rencontrer récemment dans le cadre de son projet de refonte des recommandations n'a pas de mots assez clairs pour dire que les contrôles vont reprendre, que s'ils ont été un peu débordés par les premières vagues, ils se sont structurés pour reprendre les contrôles. Donc il faut s'attendre à ce qu'on ait encore une vague de contrôle AFA. J'en ai assez dit, je laisse la parole à nos amis, mais aux professionnels de ce sujet-là. Je reviendrai vers vous à la fin de la présentation pour vous donner quelques informations sur les prochaines commissions et sur l'état des travaux de la commission éthique. Bonne réunion et je suis avec vous. Merci beaucoup. À vous, maître. Merci Frédéric. Bonjour à tous. D'abord, nous sommes ravis d'être devant vous ce matin dans des conditions un petit peu particulières. Malheureusement, on aurait préféré, comme l'a dit Frédéric, être en présentiel pour reprendre un mot à la mode, mais on va faire avec les moyens du bord. Donc, on est très heureux de vous présenter ce webinaire sur l'anticorruption et la manière de préparer et d'accompagner les enquêtes de l'AFA. Un petit mot d'introduction sur notre cabinet. Donc, Frédéric a commencé à introduire le sujet. Donc, simplement pour vous dire qu'on est un cabinet international qui est présent sur tous les continents et en particulier aux États-Unis et en Angleterre, ce qui fait beaucoup de sens dans le cadre de cette problématique anticorruption, puisque nous pouvons nous reposer sur l'expertise et l'expérience de nos collègues américains spécialistes du FCPA et nos collègues anglais spécialistes de UK Bribery Act.
Donc, ça fait beaucoup de sens pour nous d'avoir ce retour de leur expérience pour pouvoir avancer, nous, dans notre appréciation de la problématique française. À Paris, nous sommes à peu près 70 avocats de différentes spécialités, donc nous couvrons à peu près tout le spectre habituel d'un cabinet d'affaires. Et l'équipe qui intervient sur les problématiques anticorruption, qui est animée par David et Cécile, que je vous présenterai un tout petit peu plus en détail dans une minute, fait aussi intervenir sur les sujets anticorruption des spécialistes d'autres domaines pour apporter un éclairage particulier selon le dossier qui est à l'étude. Et c'est en particulier mon cas. Donc moi, je suis avocat en fusion-acquisition, donc pas nécessairement un spécialiste de l'anticorruption, mais en travaillant avec David et Cécile, j'ai appris à percevoir ces problématiques et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, y compris dans mon domaine des fusions-acquisitions, l'anticorruption est devenue une problématique importante, une problématique centrale. Quand on fait l'acquisition d'une société, il faut avoir conscience de ce sujet-là, il faut mener les vérifications nécessaires et il faut apprécier le risque qui peut y être attaché. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de participer à des audits d'acquisition sur des problématiques anticorruption, à gérer ces problématiques dans le cadre des contrats d'acquisition et également à participer à des missions d'assistance aux entreprises dans le cadre de contrôle ou à des missions d'expertise auprès de l'AFA. Alors, pour vous parler de nos spécialistes aujourd'hui qui vont vous apporter leur éclairage, Cécile Terret, donc d'abord, comme l'a présenté Frédéric tout à l'heure, est une spécialiste de l'anticorruption. Cécile a une expérience très significative dans la revue des programmes anticorruption des entreprises, tant françaises que de leurs filiales étrangères. Elle conseille aussi des entreprises dans le cadre d'investigations qui sont diligentées par les autorités de contrôle et bien sûr, en particulier lorsque ça implique des faits de corruption. Bonjour à tous. Et puis David, que vous ne voyez probablement pas encore à l'écran, mais que vous verrez lorsqu'il prendra la parole. David est pénaliste, lui, il conseille les entreprises et leurs dirigeants en droit pénal des affaires et en conformité. Alors David a la particularité d'être intervenu dans les affaires de corruption internationale les plus significatives des 15 dernières années. On peut citer en particulier l'affaire Karachi, l'affaire Angola Gate, l'affaire Airbus, l'affaire Oil for Food ou l'affaire Karimova. Donc vous voyez des affaires vraiment très significatives. Et puis David intervient régulièrement devant l'OCDE, la FGE ou d'autres entités, ainsi que des universités, et il publie effectivement, comme le disait Frédéric, dans la presse spécialisée très régulièrement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, simplement un dernier mot d'introduction pour vous dire que l'objectif de notre webinaire ce matin, c'est pas de faire un cours de droit ou un rappel des mesures théoriques et des règles théoriques applicables, mais c'est plutôt un partage d'expérience de la part de Cécile et David, de la manière dont se passent ces contrôles et de la manière dont il faut réagir pour les préparer et les subir, entre guillemets. On vous invite aussi à poser vos questions. On les traitera probablement à la fin, on verra si on a le temps de toutes les traiter, mais en tout cas, on fera nos meilleurs efforts, comme on dit dans notre métier, pour traiter le maximum de questions. Et donc, pour rentrer dans le détail, sans plus attendre, je cède la parole à Cécile qui va nous parler des différentes missions de contrôle de l'Agence française anticorruption. Oui, merci Mathieu. Bonjour à tous. Alors, l'Agence française anticorruption, comme vous le savez certainement, elle a été créée avec la loi Sapin II du 9 décembre 2016. Donc, sa première mission à cette agence, c'est une mission de contrôle. Et ces contrôles sont de deux natures. Il y a d'abord des contrôles d'initiative. On peut alors parler de contrôle a priori, qui vise en fait à déterminer si l'entreprise contrôlée, l'entité contrôlée, a bien mis en place le programme de conformité tel qu'il est prévu par la loi Sapin II. Donc, c'est vraiment un contrôle de conformité qui est fait ici par l'Agence française anticorruption. C'est toute une vague de contrôle qui a été lancée depuis 2017, on y reviendra. Et puis, il y a des contrôles, on peut parler de contrôle a posteriori, c'est-à-dire des contrôles de l'exécution des programmes de mise en conformité. Alors, ce sont des contrôles, en fait, qui viennent soit parce qu'une décision de justice a ordonné à une entreprise de se mettre en conformité, de mettre en place un programme de conformité, David y reviendra tout à l'heure, ou alors c'est une peine de mise en conformité qui a été imposée via une convention judiciaire d'intérêt public.
Alors, ces missions, elles sont diligentées par des agents. Alors, David, peut-être, va nous dire quelques mots, parce qu'il y a les agents de l'AFA, bien sûr, il y a des experts externes. Et les agents de l'AFA, je pense que c'est important de dire quelques mots sur ce sujet. Oui, merci, Cécile. Pour rentrer dans le vif du sujet, lorsqu'on parle d'un contrôle mené par l'AFA, il faut savoir qui on va avoir en face de nous, en face de vous, entité potentiellement contrôlée. On a des gens qui sont assez hétérogènes, puisqu'ils viennent d'horizons assez différents. On est dans le cadre d'une autorité qui est nouvelle, avec peu d'esprit de corps pour l'instant, et donc on peut avoir en face de soi, qui va mener le contrôle, des gens qui viennent du privé, des anciens compliance officers, des gens qui sont plutôt des services enquêteurs de la police, de la gendarmerie ou même du fisc, des magistrats. Bref, nous avons en face de nous, en tant qu'agents de l'AFA, un certain nombre de personnes qui ont tous un background assez différent. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas, on va dire, on n'a pas une homogénéité, qui fait qu'on sait comment ça se passe et que chaque contrôle est assez normé sur les relations avec les agents. C'est compliqué parce que finalement, si on est interrogé ou si la mission est menée par un ancien gendarme ou par un ancien compliance officer, évidemment, ça va être très différent. Donc, il faut savoir s'adapter à ces différents types de personnalités. Alors oui, effectivement, il faut s'adapter à ce type de personnalité. Il faut aussi savoir que dans certains contrôles, l'AFA a tout à fait la possibilité de s'adjoindre en fait des experts externes. Alors, qui sont ces experts externes? Ce sont des experts qui ont été sélectionnés via un appel d'offres qui avait été lancé par l'Agence française anticorruption en 2018. Et donc, il y a des cabinets d'audit qui ont été sélectionnés, quelques cabinets d'avocats, en tout cas plusieurs experts qui peuvent intervenir au cas par cas sur certains contrôles, sur la vérification de certaines missions à la demande de l'AFA. Merci Cécile. Alors on peut ajouter, pour que vous le sachiez, que notre cabinet, cabinet d'avocats, a répondu à cet appel d'offres de l'AFA il y a quelques années et nous avons été retenus pour intervenir en qualité d'experts auprès de l'AFA dans le cadre de ces opérations de contrôle, ce qui nous donne une expérience et une expertise un petit peu particulière et que d'autres peut-être n'ont pas, lorsqu'ensuite nous conseillons des entreprises dans le cadre de contrôle ou dans le cadre de la mise en place de leur plan de conformité. Tout ça, bien sûr, dans le strict respect de nos règles déontologiques. Mais voilà, on a cette expertise un petit peu particulière qui fait qu'on sait un petit peu ce que cherche l'AFA et la manière dont il faut appréhender ces contrôles. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Notre présentation va s'articuler autour de 3 grands thèmes. Le premier thème va concerner les 2 types de contrôles qui sont diligentés par l'AFA. Donc, on va revenir rapidement sur ce que sont chacun de ces 2 types de contrôles. Dans une deuxième partie, on abordera les droits et les devoirs de chacune des parties au contrôle. Et enfin, dans une dernière partie, on verra comment se déroule le contrôle lui-même. Donc, je passe sans plus attendre la parole à Cécile qui va nous parler des 2 types de contrôles diligentés par l'AFA. Alors, sur ces 2 contrôles, c'est important de rappeler qu'en fait, il y a un lien qui est commun, en fait. Il y a une même finalité qu'on retrouve à chaque fois. Alors, cette finalité, elle s'articule autour d'un triptyque qu'on a retranscrit ici sur ce slide. Tout d'abord, c'est l'engagement des instances dirigeantes. Et ça a été rappelé aussi dans le projet de recommandation de réforme, le projet de réforme des recommandations de l'AFA. L'engagement des instances dirigeantes, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et que recherchera à chaque fois l'AFA lors de ses contrôles. À cet engagement peut être adossée également la pleine connaissance des risques d'atteinte à la probité. Et puis, bien évidemment, cette pleine connaissance se traduit par le déploiement d'un système de management des risques. Donc, à chaque fois, tout va s'articuler autour de ça et c'est ça qui sera recherché. Alors, bien évidemment, ce déploiement d'un système de management des risques, on le retrouve autour des 8 points de la loi Sapin 2. Donc, on a rappelé ici, avec la cartographie des risques, qui est vraiment la colonne vertébrale du programme de conformité, le dispositif d'alerte interne, le code de conduite, le régime disciplinaire, etc., etc. Donc, tout est retranscrit ici, sachant qu'il y a une évolution par rapport, là je fais une aparté sur les projets de réforme des recommandations. Donc, les recommandations,
avait été publié en décembre 2017. Donc évidemment, après 3 ans, il y a une certaine expérience qui a été acquise par l'Agence française anticorruption, par les praticiens aussi également, parce qu'il y avait un appel public justement à porter des commentaires sur ces projets de recommandation auxquels beaucoup de praticiens ont participé. Notre cabinet d'ailleurs y a participé également. Et donc on peut voir qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été ajoutées, améliorées, et en tout cas renforcées, notamment sur la cartographie des risques. On voit qu'il y a ici beaucoup plus de choses, notamment sur la documentation qui doit être apportée à chaque étape. Peut-être qu'on y reviendra plus en détail dans la suite de cette présentation, mais c'est quelque chose d'important parce que ces recommandations, on est encore sur du soft law, c'est-à-dire que les recommandations, c'est la doctrine de l'AFA, ce n'est pas la loi. La loi Sapin 2 n'a pas publié ses recommandations, mais néanmoins, il faut quand même se dire que l'Agence française anticorruption se base sur ces recommandations lorsqu'elle fait ses contrôles. Lors de ces contrôles également, il y a 3 questions systématiques qui vont vraiment également animer tout ce contrôle. C'est-à-dire que ce système système de management des risques, on va l'analyser au travers de 3 questions. Est-ce que le dispositif existe? Est-ce qu'il a été mis en place? C'est la première chose que va vérifier l'AFA. Est-ce que ensuite ce dispositif est pertinent? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un code de conduite qui ne veut rien dire par rapport à l'entité? Est-ce que la cartographie des risques est simplement quelque chose de très standard mais qui ne correspond absolument pas à l'objet social de la société et à son déploiement économique mondial? Et enfin, est-ce que ce système est efficace? Parce qu'effectivement, l'existence, la pertinence, mais est-ce qu'il est efficace pour prévenir de l'ensemble de ces risques? Donc, il faut vraiment garder en tête à chaque fois ces 3 questions systématiques. Et quand vous analysez même a priori votre programme, c'est toujours ces 3 questions en fait qu'il faut se poser. Est-ce que je suis capable d'y répondre? Est-ce qu'il existe? Oui. Est-ce qu'il est pertinent par rapport à ma société? Et est-ce qu'il est efficace? Alors, à l'issue du contrôle, le résultat du contrôle, c'est un rapport de l'AFA, c'est un rapport qui est très normé, qui va apprécier objectivement les dispositifs qui sont mis en place sur le fondement de ces 3 questions, l'existence, la pertinence et l'efficacité. Donc, les dispositifs, les 8 points de la loi Sapin 2 vont être analysés sur la base à chaque fois de ces 3 questions. Merci Cécile, c'est très clair. Alors peut-être une première question à ce stade sur ce rapport dont on comprend qu'il est central, c'est l'aboutissement du processus d'examen par l'AFA. Alors ce rapport, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est communiqué à l'entité contrôlée? Est-ce que l'entité peut faire ses observations? Est-ce qu'elle peut améliorer sa position? Comment ça se passe en pratique? Alors, à l'issue du contrôle, on y reviendra plus en détail aussi dans l'analyse du déroulé du contrôle dans la dernière partie. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce rapport, en fait, il est communiqué évidemment à l'entité contrôlée à l'issue du contrôle. Et l'entité, alors je parle juste pour les acteurs économiques parce que ce n'est pas le cas pour… c'est encore différent pour les acteurs publics. Mais pour les acteurs économiques, ensuite, l'entité a un délai de 2 mois pour présenter ses observations écrites. Et en tout cas, il y a une sorte de contradictoire qui s'opère à ce moment-là. Ce rapport, il est évidemment confidentiel. Il ne peut pas être communiqué à des tiers. Et voilà, il est vraiment destiné qu'à l'entreprise. D'accord. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, donc sur les droits et devoirs de chaque partie. Et donc, je vais passer la parole à David pour aborder ce sujet. Merci Mathieu. Merci. Alors, on va commencer par cette partie qui est, pour le coup, vraiment le vif du sujet. Comment se déroule concrètement le contrôle de l'AFA? Si vous êtes dans les seuils, et si vous faites l'objet d'un contrôle par l'Agence française anticorruption, comment est-ce que ça se passe au niveau des droits et devoirs? À quoi faut-il s'attendre? Alors d'abord, en ce qui concerne les agents de l'AFA, comme vous le voyez, vous avez des droits et des devoirs assez importants. D'abord, le premier droit des agents, c'est de se faire communiquer tout renseignement ou document. Ensuite, le droit d'accéder aux locaux professionnels et le droit de s'entretenir de façon confidentielle avec toute personne. Alors, ça pose pas mal de questions, évidemment, sur lesquelles on va revenir assez brièvement pour vous donner des points de réflexion. D'abord, lorsqu'on dit tout renseignement ou document, de quoi s'agit-il?
Bon, ils peuvent avoir accès à des documents de façon papier ou de version informatique. Ils peuvent avoir accès aussi au serveur de l'entreprise. Ils peuvent demander d'avoir accès à des documents qui sont sur le serveur et qui concernent des entreprises qui ne sont pas forcément en France. Bon. La question, c'est quelle est la limite de ce droit? Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, si l'AFA demande des documents sur une opération antérieure à l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 ou à une filiale, est-ce qu'on peut s'opposer à cette demande? Est-ce que l'on peut demander, si l'AFA insiste, est-ce qu'on peut contester la régularité de cette demande? Alors, on a vu pour l'instant une décision de la commission des sanctions, justement où ce cas s'est posé et où la société contrôlée avait plaidé que l'AFA avait demandé des choses qui n'étaient pas dans le champ d'application de sa mission, et donc, en fait, que la procédure ne pouvait pas être régulière. Bon, il faut bien dire que la commission des sanctions n'a pas été vraiment émue par cet argument, et qu'elle a rejeté cet argument en disant que l'AFA avait le droit de demander ces documents à partir du moment où elle considérait que ces documents étaient utiles pour l'exercice de sa mission. Autant dire que l'AFA considéra que tous les documents qu'elle demande sont utiles et que donc on est un petit peu démuni à ce stade pour opposer des arguments, on va dire, juridiques à certaines demandes de communication. Alors ensuite, je vous ai dit qu'elle avait le droit de s'entretenir avec toute personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Toute personne, c'est évidemment toute personne au sein de l'entité contrôlée, c'est-à-dire directeur de la sûreté, directeur des achats, secrétaire général, compliance officer s'il y en a, les membres du CA, enfin, toute personne. Mais aussi toute personne en relation avec l'entité contrôlée dont le concours paraît nécessaire. Ça veut dire qu'elle peut demander à s'entretenir avec des actionnaires, avec des fournisseurs, des clients, des prestataires de services. Et là, j'attire votre attention sur notre expérience. Nous avons vu que l'AFA pouvait aussi demander à s'entretenir avec le cabinet d'audit qui avait rédigé les cartographies des risques et autres documents prévus par la loi Sapin 2. Alors là, c'est un petit peu, on va dire, sensible, il faut bien le dire. Le but, c'est quoi? C'est de vérifier que lorsque le cabinet d'audit en question ou le tiers en question a fait cette cartographie des risques, c'était un véritable travail avec les instances dirigeantes, avec les membres de l'entreprise, et que ce n'était pas simplement coller un PowerPoint qui, si vous voulez, existe en boutique à une entreprise de façon complètement arbitraire. Bon, voilà sur les droits. Ensuite, sur les devoirs, alors vous avez, bon, on a dit ça, on a dit le secret professionnel, c'est assez banal. L'absence de conflit d'intérêt également. Moi, je voudrais revenir sur le dernier point, qui est la procédure de signalement au parquet, ce que l'on appelle être l'article 40 dans le jargon du juriste. C'est-à-dire que l'AFA doit signaler au parquet tout fait qui lui semble revêtir une qualification pénale ou être un délit. Alors, il faut être très clair, cet article 40, ce signalement au parquet, c'est sans doute le risque le plus important du contrôle AFA. Pourquoi? Parce que vous avez finalement, à terme de toute la procédure de l'AFA, vous avez des sanctions possibles, certes. Mais ces sanctions, elles sont quand même limitées de façon assez stricte, de façon pécuniaire, à 1 million pour la personne morale et 5 fois moins pour le dirigeant. Donc certes, c'est financièrement un petit peu coûteux, surtout pour la personne physique, mais le risque est limité. En revanche, si l'AFA trouve des documents dans l'entreprise qui lui semblent montrer qu'il y a eu des abus de biens sociaux, des faits de corruption et autres, alors à ce moment-là, elle va lancer cette procédure de signalement et le parquet va ouvrir une enquête. Et là, pour le coup, c'est complètement illimité en termes de sanctions.
en termes de frais, en termes d'atteinte à la réputation. Donc, il y a un gros risque là-dedans. Et ce risque n'est pas un risque qui est un risque théorique. On a vu dans les rapports d'activité que l'AFA faisait ces rapports de signalement au parquet. En 2018, selon mes notes, elle en a fait 5, en 2019, 7. Et donc, on n'est pas en train de parler d'un risque qui est un risque, on va dire, théorique. Alors, la slide suivante parle de droits et de devoirs des entités contrôlées. Alors là, les droits sont un petit peu moins étendus tout de même. Hein. C'est un peu, c'est pas vraiment les droits de la défense de façon particulièrement large, puisqu'il y a surtout le droit d'être informé du contrôle, de son déroulement et des résultats du contrôle. Bon, c'est quand même le strict minimum. En ce qui concerne les devoirs, alors vous devez prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux agents de l'AFA d'exercer leurs droits dans le cadre des opérations de contrôle. Si vous ne le faites pas, vous êtes potentiellement sujet au délit d'entrave. Hein. Et puis, vous devez assurer la sécurité des documents transmis à l'AFA en format dématérialisé. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant, de façon assez rapide là-dessus. Merci David. Alors, avant de poursuivre, peut-être un petit point pratique sur ces entretiens entre les agents de l'AFA, les experts d'un côté et l'entreprise contrôlée d'autre part. Pour avoir participé à ces missions d'expertise et à des entretiens avec les agents de l'AFA et les entreprises contrôlées, on sent que c'est un vrai sujet de préoccupation. Il y a des questions pratiques derrière. On a besoin de savoir comment ça se passe. D'autant que, de mon expérience, pour avoir vu les représentants de ces entreprises contrôlées, c'est des moments très stressants parce qu'on est dans un contexte qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas l'habitude. On est en face d'agents de l'AFA, donc c'est quelque chose de très officiel. C'est très stressant parce qu'on ne sait pas si on répond correctement, si on ne répond pas correctement. Et donc, voilà, je me demandais si vous pouviez partager un petit peu votre expertise de praticien, nous donner un peu quelques ficelles sur, par exemple, la manière dont se passent les entretiens avec les agents de l'AFA. Est-ce qu'ils peuvent interroger qui ils souhaitent? Comment se passe cet entretien? Est-ce qu'il y a un nombre limite de personnes qui peuvent entretenir? Est-ce que ces gens sont au courant en avant? Est-ce qu'ils sont assistés? Est-ce qu'ils peuvent être assistés d'un conseil, d'un avocat, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques tuyaux sur la manière dont se passent ces entretiens? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, sur qui est interrogé, qui est susceptible d'être interrogé par l'agent de l'AFA, il n'y a pas de liste limitative. Hein. L'AFA va demander un organigramme de la société. Très traditionnellement, quand même, elle va essayer de rechercher qui s'est attaché, en tout cas, à préparer et à fonder le programme de conformité. Donc, ce sont généralement des personnes qui ont participé à son élaboration. Donc, le directeur administratif et financier, le DRH, les directeurs commerciaux. Mais attention, ça peut être aussi toute personne qui a un intérêt et ça peut être aussi l'occasion pour l'agence de vérifier que les sujets corruption sont bien connus de l'ensemble des salariés. Donc, il peut y avoir un échantillonnage qui est effectué sur certains services qui n'ont pas participé directement à l'élaboration du programme, mais en tout cas qui en sont les destinataires, notamment les formations, le code de conduite, etc. Donc ça peut être vraiment très, très large. Il ne faut pas s'attendre à une liste limitative. Alors, sur la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, donc on l'a rappelé ici, oui, il y a une possibilité d'être assisté par une personne. Alors, généralement, nous, ce qu'on a vu, ce sont plutôt les responsables conformité qui sont présents. Parfois, c'est l'avocat de l'entreprise, mais qui est présent de manière assez discrète, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas chez un juge d'instruction ou même dans un autre cadre. On est là, la personne qui assiste le salarié prendra des notes. Elle aura presque une fonction de rapporteur, ce qui est vraiment différent typiquement d'un entretien ou un interrogatoire chez le juge d'instruction. Tout à fait. Peut-être dire un mot sur…
sur ce sujet, mais c'est vraiment différent quand on est dans un rôle qui est simplement vraiment de retranscription. Moi, ce que je peux dire sur la préparation des entretiens, c'est d'abord que, puisqu'on est au CIAN, l'AFA peut entendre toute personne de son choix et donc aussi potentiellement des salariés des filiales qui peuvent se retrouver à l'étranger pour l'avoir vécu aussi en Afrique. Hein. Et donc, vous pouvez avoir l'AFA qui, aujourd'hui, depuis le confinement, met en œuvre tout un tas de moyens de télécommunication pour procéder à des auditions, peut aller par visioconférence ou par téléphone, hein, entendre des personnes des filiales à l'étranger. Et là, je crois que l'assistance, c'est un peu plus compliqué quand même, mais c'est les choses auxquelles il faut être préparé. Ce n'est pas parce que vous avez une filiale à 4000 km que les personnes là-bas ne pourront pas être entendues par l'AFA. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que on est dans le cadre vraiment du maillon faible du contrôle AFA, lorsqu'on est dans l'entretien. Pourquoi? Parce que le reste du contrôle, c'est généralement assez normé, assez écrit. C'est des échanges où on va vous envoyer un questionnaire, vous allez répondre au questionnaire. Ensuite, on va vous envoyer le rapport, les observations, vous allez répondre. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler. Le problème de l'entretien, c'est qu'on est dans l'oralité et que là, pour le coup, c'est là qu'il peut y avoir des dérapages. Il peut y avoir des dérapages parce que parfois, les personnes qui sont entendues par l'AFA ne comprennent pas forcément l'importance du moment, d'une part, parce que parfois, il va y avoir des messages qui vont être des messages maladroits qui vont être donnés. Et donc, si vous avez très bien répondu par écrit, mais que la direction, lors de l'audition, ou lors de l'entretien plutôt, se comporte de façon nonchalante, en expliquant à l'AFA que tout ça n'est pas si important, etc., ça peut vraiment faire pivoter le contrôle, où les agents vont se dire, bon, bah, on nous a raconté des carabistouilles, finalement, cette société n'en a absolument rien à faire de l'anticorruption. Donc, il faut préparer ces auditions. Et c'était la question que j'allais te poser, David, une question un peu provocatrice, parce qu'on peut se dire que quelque part, préparer, ça veut dire qu'on essaye d'avoir un coup d'avance par rapport à l'agence, ça peut être mal perçu, mais c'est sans doute quand même, et c'est peut-être ce que tu allais nous dire, une bonne pratique de préparer un peu ces entretiens, d'essayer de cibler peut-être les personnels qu'il faut former et qu'il faut préparer à ces entretiens. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette pratique-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé? Alors, comme je l'ai dit, ces entretiens par les agents de l'AFA, c'est des points vraiment saillants du contrôle, les points à risque. Comme l'a dit le président tout à l'heure, gérer, c'est prévoir. Donc, il faut prévoir les contrôles AFA et donc, il faut gérer les entretiens. Nous, on a l'habitude, parce qu'on intervient en pénal des affaires depuis très longtemps, de préparer le COMEX ou les dirigeants à des auditions devant la police ou devant les juges d'instruction en situation réelle. Mais il faut faire la même chose pour l'AFA, pour que les personnes, lorsqu'elles arrivent face aux agents, comprennent très bien les enjeux et surtout soient en mesure de donner des bons messages de la bonne façon pour ne pas, on va dire, ne pas soit énerver les agents de l'AFA pour que ce contrôle se déroule de la meilleure façon possible. Alors, j'ai une dernière petite question qui nous est remontée via le chat du webinaire. On a dit tout à l'heure que parmi les droits des agents de l'AFA, il y avait le droit de s'entretenir de façon confidentielle avec toute personne. Et la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire de façon confidentielle? C'est confidentiel à l'égard de qui? Alors, c'est confidentiel, de façon confidentielle, c'est-à-dire que l'entretien, il va se dérouler de la manière suivante. C'est-à-dire que quand les agents viennent, ils préparent le contrôle sur place. Ils sont dans une salle et donc ils sont 2 ou 3, enfin, tout dépend de combien de personnes sont présentes. Et donc ils reçoivent la personne et donc l'entretien est confidentiel
dans le sens où… ce n'est pas public. C'est pas public, voilà, c'est pas public. Et puis, et après, il n'y a pas de restitution par l'AFA aux dirigeants ou aux supérieurs du salarié de ce qui s'est échangé. Voilà, donc c'est dans ce sens-là aussi que c'est confidentiel. Alors bien sûr, s'il y a un rapporteur ou une personne qui est présente à côté ou l'avocat, on peut imaginer qu'il y aura un débriefing après, mais en soi, après, l'AFA ne va pas aller voir les dirigeants en disant bah, votre salarié, monsieur machin, m'a dit ça. Donc il y a quand même un entretien qui est effectivement confidentiel. Alors peut-être qu'on peut dire un mot justement des comptes rendus. Oui, alors les entretiens, ils sont retranscrits sous forme de comptes rendus, alors notamment dans les contrôles des peines de mise en conformité, parce que ce sont des comptes rendus après qui sont rédigés, c'est des verbatim, mais ils ne sont pas communiqués pour relecture à l'entreprise. Donc voilà, c'est quand même quelque chose aussi qui est… Ce n'est pas le cas pour tous les contrôles, mais pour les contrôles de peine de mise en conformité, il y a une retranscription des comptes rendus qui est fait par les agents. Et alors, on a une dernière question sur le secret professionnel, mais on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, le secret professionnel qui va couvrir les échanges entre les avocats et leurs clients, savoir si ça fait partie des documents auxquels l'AFA peut avoir accès. Peut-être qu'on le traite tout à l'heure quand on aborde la question. C'est sur, pardon ? Sur le secret professionnel des avocats et le secret professionnel qui s'applique à la correspondance entre le client et l'avocat, est-ce que l'entité contrôlée peut refuser de communiquer ces documents à l'AFA s'ils sont demandés ? Tu veux répondre ? Oui, alors théoriquement, enfin, le secret professionnel entre le client et son avocat, normalement, est inviolable. Enfin, il y a des règles, nous, on est avocats, et effectivement, c'est quelque chose à laquelle on s'oppose et pour le coup, on devrait aussi s'opposer. Alors, il y a un débat, effectivement, sur jusqu'où va cette confidentialité, et il y a aussi un débat, et j'espère en tout cas que ce sera tranché par les prochaines recommandations, notamment sur les travaux préparatoires de la cartographie des risques. Parce que si ces travaux préparatoires, en fait, viennent éclairer le travail de l'agence, il va peut-être y avoir un débat, en fait, effectivement, entre l'entité contrôlée et les agents sur ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils ne veulent pas voir. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu, à notre connaissance, de contentieux, justement, sur ce sujet, mais peut-être que tu peux dire un mot et faire un peu de prospective, justement, judiciaire sur ce point. Alors, important. Hein. Oui, là, vraiment, c'est une question extrêmement importante parce que ça met le doigt sur la problématique qui est au cœur du contrôle AFA, qui est on est en train de faire un contrôle du process de l'entreprise pour savoir si l'entreprise a bien respecté ses obligations au niveau administratif quelque part, mais derrière, il y a des risques très importants de sanctions administratives et aussi pénales. Et donc, qu'est-ce qu'on peut communiquer? Comment est-ce qu'il faut rédiger? Pour nous, ce qui est très important à avoir en tête, c'est que lorsque vous allez mettre en place toute la cartographie des risques et tout ça, il faut bien savoir que les documents préparatoires, c'est les documents qui vont être demandés par l'AFA. Il faut voir le questionnaire de 163 questions qui est envoyé. On vous demande les PV, on vous demande tout un tas de choses qui essayent de montrer comment est-ce que l'entreprise a préparé cette mise en œuvre de la cartographie des risques et plus généralement de la conformité. Donc, quand on rédige ces documents-là, quand vous êtes assisté par des tiers, des avocats ou des auditeurs, il faut avoir ça en tête. Il faut savoir qu'il va y avoir des choses qu'il faut être prêt à communiquer. Et là, c'est votre intérêt, si j'ose dire, d'avoir des choses qui sont, entre guillemets, nettoyées de tout élément gênant et qui démontrent qu'il y a eu des rendez-vous, qu'il y a eu des auditions, qu'il y a eu tout un tas de choses qui font que, les dirigeants ont fait ça de façon sérieuse. Mais il y a aussi des choses qu'il faudra garder entre vous et les conseils et que ces choses-là ne devront pas être communiquées. Merci David. Écoutez, je vous propose qu'on passe. On a reçu quelques questions. Hein. Merci pour vos questions. On va essayer de les traiter à la fin pour pouvoir avancer sur la présentation. Et donc, je vous propose qu'on passe à la troisième partie qui va traiter du déroulé des contrôles. Donc, maintenant qu'on a vu les différents types de contrôles et les droits et devoirs de chacune des parties, je vais laisser Cécile nous parler d'abord des contrôles d'initiative de l'AFA et ensuite David aborder les contrôles d'exécution des programmes de mise en conformité. Cécile.
Oui, alors sur les contrôles d'initiative, donc les contrôles d'initiative, ils sont mis en œuvre au sein des entités publiques. Alors on en parle moins aujourd'hui parce que là on parle plutôt des acteurs économiques. Ces contrôles, ils sont définis par la Charte des droits et devoirs des parties prenantes au contrôle. David en a parlé. Je pense que c'est important. C'est encore une fois ici du soft law, c'est la doctrine de l'AFA. Il faut les lire parce que ça décrit vraiment comment se passent les contrôles. Donc ça me paraît vraiment important. Alors ensuite sur la durée théorique des contrôles. Donc on vous a mis ici on vous a reproduit, enfin on a essayé en tout cas de faire une chronologie sur la durée théorique d'un contrôle, donc entre 6 et 9 mois. On est plutôt sur 9 mois, voire 12 mois, donc c'est quelque chose qui est quand même assez long. Donc il faut quand même s'attendre quand un contrôle débute à ce que vous ayez des nouvelles pendant 12 mois. Alors ça, voilà, donc là vous avez les principales étapes qui sont reproduites ici. Je vais y revenir plus précisément à chaque fois. Donc le contrôle commence par un avis de contrôle. C'est le premier avis de contrôle qui est envoyé avec le questionnaire de 163 questions. Donc ça lance vraiment les opérations. Il faut savoir qu'il y a 15 jours pour y répondre. Donc l'entreprise, 15 jours, c'est pas beaucoup quand on doit répondre à 163 questions. Parce que ça veut dire que soit vous êtes tout à fait prêt et vous êtes en mesure de répondre aux 8 points de la loi Sapin 2 dans un temps record. Sinon, ça veut dire une très, très grande désorganisation de votre entreprise avec la mise en place d'une équipe qui va devoir, en tout cas, s'atteler à répondre aux questions. Donc ça, c'est 15 jours. Ensuite, après ces 15 jours, une fois que l'AFA a reçu ses pièces, c'est vraiment le contrôle sur pièces qui commence. Donc, ce contrôle sur pièce, ça va être l'examen de l'ensemble des documents qui auront été envoyés par l'entité contrôlée. Et donc, l'AFA va s'atteler à vérifier les réponses à toutes les questions qui sont abordées. À l'issue de ce contrôle sur pièce, il y a un deuxième avis de contrôle qui est envoyé par recommandé et qui s'appelle l'avis de contrôle sur place. Donc, le contrôle sur place va commencer donc avec les entretiens dont on a parlé tout à l'heure, avec l'AFA qui va s'installer un peu comme dans le cadre d'un contrôle de l'administration fiscale, va s'installer dans une salle de réunion et puis va travailler, recevoir en entretien les salariés. Et l'objet en fait de ce contrôle sur place, c'est vraiment de vérifier l'exactitude des pièces qui ont été transmises par l'entité contrôlée. Donc vraiment, on va vérifier ici l'exactitude de ce qui a été transmis. Pour savoir si la cartographie des risques a véritablement été faite ou pas. Voilà, là on est plutôt sur une durée d'environ 1 mois et 6 semaines. Alors ensuite, quelles sont les suites du contrôle? Les suites des opérations de contrôle, c'est l'émission du rapport par l'AFA qui peut prendre rendez-vous avec l'entreprise, lui présenter ce rapport et lui dire ce qu'il y a dedans. Donc, il peut y avoir une sorte d'échange avec l'entité. Et ensuite, l'entité a un délai de 2 mois pour présenter ses observations écrites et notamment reprendre, pourquoi pas aussi, un éventuel rendez-vous avec l'AFA pour lui expliquer là où elle en est, si les choses ont été améliorées. C'est une sorte de contradictoire, en fait, qui s'opère entre l'entité contrôlée et l'AFA. Alors, suite à ces observations écrites de l'entité, il y a un suivi qui est fait par l'AFA, donc en cas de manquement, un avertissement qui peut être émis par l'agence, avec une obligation de se mettre en conformité dans un certain délai, 6 mois généralement, et puis le cas échéant, la saisine par le président, par le directeur de l'AFA, de la commission des sanctions. Merci Cécile. Alors, si je peux revenir sur un point, je t'ai entendu dire, et David l'a aussi souligné tout à l'heure, qu'il y a cette fameuse liste de 163 questions et qu'elle est toujours envoyée aux entreprises contrôlées. Donc, ça veut dire qu'on sait à l'avance ce que sont ces questions. Oui. Et est-ce que toujours dans ce même souci d'anticipation qu'on essaye de faire passer depuis tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce que c'est un petit peu dévoyer le système que de préparer à l'avance les réponses à ces 163 questions, alors même, j'allais dire, même en dehors du cadre de tout contrôle, de dire que, voilà, au sein de l'entreprise, on va prendre ces 163 questions, préparer des réponses, quitte à les mettre à jour. Alors, j'imagine que c'est un sujet qui peut être un petit peu compliqué à défendre en interne, parce qu'on sait que ça veut dire mobiliser des salariés, peut-être mobiliser des conseils, donc c'est un coût. Alors, c'est pas toujours facile pour des directeurs de la conformité ou des directeurs juridiques
d'engager des coûts alors qu'on n'est pas dans le cadre d'un contrôle, mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas quand même un petit peu gagner de temps en anticipant les choses de cette manière ? Complètement. Enfin, nous, quand ce questionnaire a été rendu public, parce qu'il est disponible, je ne l'ai pas précisé, mais il est disponible sur le site de l'agence, nous, c'était notre première recommandation, effectivement, grâce à ce questionnaire que vous connaissez par avance, c'est-à-dire que vous connaissez quand même les questions qui vont vous être posées. C'est l'audit que vous pouvez pratiquer en amont pour vérifier si vous êtes capable d'y répondre ou pas. Et je pense que c'est essentiel. Alors, effectivement, on n'a pas tout le temps, tous les jours, le temps de le faire, mais je pense que c'est vraiment important parce que c'est vraiment un test sur, encore une fois, sur l'existence. Alors là, on est vraiment sur l'existence parce que qu'est-ce que va contrôler l'AFA dans le cadre de son contrôle sur pièces ? Si ça existe, c'est-à-dire que si on ne peut pas fournir de pièces, ça veut dire que le système est inexistant et que par conséquent, vous êtes en manquement. Il y a un manquement qui sera nécessairement constaté par l'agence. Donc, moi, ça me paraît vraiment essentiel. C'est une bonne pratique, ça demande du temps, mais si vous voulez bien vous préparer au contrôle, c'est une des meilleures façons de le faire. Oui, alors, moi, je voudrais rajouter que le contrôle AFA, comme tous les contrôles d'autres autorités ou services de police, c'est un contrôle qu'on subit. On ne le choisit pas. Donc, vous pouvez avoir cette liste de questions qui arrivent alors que vous êtes en train de répondre à un appel d'offres, alors que vous êtes en train de faire une assemblée générale extraordinaire très compliquée, alors que sais-je que tout le monde est en congé, en tout cas, les gens idoines sont en congé. Et donc, vous avez 15 jours pour répondre à 163 questions qui comportent des questions sur les filiales, sur un certain nombre de choses. Si ce n'est pas préparé en avance, à mon avis, ça peut être mission impossible. Et donc, l'enjeu étant tellement important, je pense qu'il faut vraiment convaincre les stakeholders de la nécessité d'allouer un budget à cette préparation. Nous, on nous a déjà demandé de faire des contrôles à blanc de l'AFA pour aller dans les entreprises et faire comme si on était les agents contrôleurs et voir où en sont les compliance officers et les différents services pour centraliser notamment ces réponses. Et ça, c'est des bonnes pratiques qui sont pour moi vraiment nécessaires. Merci à tous les deux pour ces précisions. David, puisque tu as pris la parole, je te propose de la garder pour nous parler des contrôles de l'exécution des programmes de mise en conformité. D'accord. On peut aussi éventuellement voir s'il y a des questions qui sont posées sur nos pratiques ou climatiques. Bon. Est-ce qu'on répond maintenant? Oui, on peut peut-être répondre maintenant. Oui. Donc, une première question sur le fait que M. Duchesne, donc, qui est le responsable de l'agence et le patron de l'agence, répète lors de tables rondes et de conférences que si l'entreprise signale volontairement une atteinte à la probité à l'AFA, en dehors d'une découverte d'un tel cas dans le cadre d'un contrôle de leur part, elle ne les signalera pas au parquet. Et donc, on comprend de cette intervention que M. Duchesne intègre alors cette information dans le cadre de la mission de conseil de l'AFA. Mais néanmoins, est-ce qu'un tel signalement volontaire suppose certaines précautions, par exemple d'avoir au préalable en interne mené une enquête, pris des mesures de remédiation? Et au vu des enjeux et des risques, la personne qui pose la question sera intéressée de savoir dans quel cas ça pourrait avoir du sens pour l'entreprise de faire une telle divulgation, une auto-dénonciation quelque part. Et est-ce qu'on a déjà rencontré cette situation? Comment ça se gère et comment apprécier l'affirmation de M. Duchesne sur le fait qu'il ne communiquera pas au parquet? Alors, moi, je peux dire un mot là-dessus. Pour nous, il faut prendre cette affirmation avec des pincettes, vraiment, parce que, d'abord, M. Duchesne ne peut pas affirmer qu'il va violer la loi et qu'il ne va pas respecter les obligations qui sont les siennes au titre de l'article 40. Surtout pas lui, avec tout le passé qu'on connaît de lui. C'est assez, on va dire, ambitieux de sa part d'affirmer qu'il ne va pas respecter ses obligations, d'une part. D'autre part, vous n'avez pas d'obligation de révéler ce type d'atteinte à la probité, donc de délit. Et donc, on n'est pas comme aux États-Unis où vraiment il faut
s'auto-incriminer pour sortir des fourches codines de la loi. Donc nous, on recommande vraiment, si on découvre ce genre de choses, de faire une enquête interne, comme vous l'avez dit dans votre question, de prendre des mesures de rémédiation, potentiellement de changer les processus, etc. L'auto-dénonciation, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement dangereux et c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut aller de façon, on va dire, automatique. Potentiellement, si on est sûr que l'AFA va le trouver, à ce moment-là, peut-être qu'il faut le faire, mais c'est vraiment au cas par cas. Voilà. D'accord, merci David. Alors, peut-être 2-3 autres questions qui concernent le contrôle, a priori, donc de la part de l'AFA, avant qu'on passe à la partie suivante. Qu'est-ce qu'on entend par filiale? Est-ce qu'il peut s'agir de participation minoritaire non consolidée? Non, en fait, on entend par filiale, c'est au sens de l'article L233-33 du Code de commerce. Non, c'est des participations majoritaires. Des participations où on a un certain niveau de contrôle. Un certain niveau de contrôle, exactement. C'est là où, en fait, le programme de conformité devra être déployé. Alors, une autre question assez intéressante, est-ce que l'AFA peut interroger d'anciens salariés? Et là, la question sous-jacente, c'est des salariés avec qui, évidemment, dont on s'est séparé et avec qui on est resté en mauvais termes. Est-ce qu'il peut y avoir un risque de vengeance de la part de certains salariés, du coup? Alors, je ne sais pas si on va jusqu'à l'autodénonciation, mais est-ce que l'AFA elle-même peut décider d'interroger d'anciens salariés qui auraient pu être au courant d'actes de corruption, qui auraient pu intervenir sur le programme de mise en conformité? Alors, là, en fait, je n'ai pas la réponse directement à cette question et je ne crois pas que la charte le mentionne. Non, mais logiquement, il n'y a rien qui s'oppose à ce que l'AFA veuille entendre d'anciens salariés, surtout si on est dans un cadre où, par exemple, c'est un salarié qui était directeur des achats d'une filiale dans un pays ou au siège, et qui a été présent pendant la mise en œuvre de l'AFA, de la cartographie des risques. Je vois très bien l'AFA demander à l'entendre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un agent un peu audacieux pourrait très bien, opportuniste pourrait très bien le faire. Oui, c'est pas impossible. Et peut-être une dernière question sur cette première partie. Quelles seraient les conséquences d'un questionnaire, de ce fameux questionnaire des 163 questions, qui ne serait pas rendu dans les temps à la fin? Est-ce qu'il y a des conséquences attachées à ce retard? Alors, si vous ne respectez pas le délai de 15 jours, il faut tout de suite, si vous sentez immédiatement que ça va être très compliqué, nous, notre conseil, c'est de prendre attache avec l'AFA en demandant un délai supplémentaire. Ça s'est déjà vu, il me semble, en disant, écoutez, là, voilà, donc il faut demander un délai supplémentaire et discuter de ce point-là avec l'AFA. Alors là-dessus, c'est intéressant comme question parce que ça pose la question sous-jacente des rapports avec l'AFA. Comment est-ce qu'on doit discuter avec l'AFA? Alors en même temps, dans une question précédente, il y avait aussi l'idée qu'il y avait une mission de conseil de l'AFA. Alors, en même temps, on est face à des agents qui sont là pour contrôler et potentiellement sanctionner, ou en tout cas saisir la commission des sanctions et faire un rapport qui préconise des sanctions, ou en tout cas qui constate des manquements. En même temps, on est face à des gens avec lesquels on peut discuter. Et nous, on a une grande expérience, entre guillemets, enfin une expérience, on va dire, qui existe des rapports avec les services de police, avec les agents de contrôle de la DGCCRF ou d'autres entités. Avec l'AFA, c'est quand même des gens qui sont un peu plus souples sur les délais, sur des choses comme ça, parce qu'ils comprennent quand même la logique économique des entreprises. Et donc, le maître mot, c'est de savoir si vous allez pouvoir être dans une relation de dialogue avec eux. Si vous recevez le courrier, que vous leur montrez que vous voulez coopérer, montrer où vous en êtes et que vous prenez attache avec eux, soit directement sur un conseil en disant, écoutez, on va vous transmettre cela, mais on a une petite difficulté là-dessus, on va vous le transmettre, on s'engage dans tel délai. Il n'y a pas de souci pour que l'AFA accepte. En revanche, si vous êtes dans une posture de défiance, on va dire de défense un petit peu radicale et que vous ne communiquez pas les éléments, ben là, on va considérer que ça commence mal, si je veux dire.
Alors peut-être là, on peut peut-être reprendre nos slides et puis on reprendra sur les questions après. Je propose qu'on passe effectivement au contrôle de l'exécution des programmes de mise en conformité et on garde les autres questions pour la fin, pour la suite. Oui. Alors, oui. Alors, là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que il y a deux types de cadres procéduraux pendant lesquels on va avoir des contrôles menés par l'AFA sur décision. Soit des contrôles qui sont menés dans le cadre des CGIP, et soit des contrôles qui sont menés dans le cadre des peines de mise en conformité. Les CGIP, vous savez tous ce que c'est ce fameux ovni juridique qui permet à une entreprise de reconnaître un certain nombre de choses, de payer une amende d'intérêt public, mais de ne pas être condamné au niveau pénal, de ne pas avoir un casier judiciaire, et donc de pouvoir continuer à travailler sur des marchés réglementés. Donc, cette fameuse CGIP vient, pour l'instant, sauf erreur, on en a eu 11 en droit français depuis l'introduction de la loi Sapin 2. Et sur ces 11, on en a 5 qui prévoient ce type de contrôle, soit de contrôler le programme qui existe déjà, soit de mettre en place un contrôle mettre en place un programme sous le contrôle de l'AFA. Et donc, c'est pour dire que c'est c'est une obligation qui est vraiment utilisée par le parquet national financier. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Cette obligation contrôle du programme, dans le cadre de la CGIP, ça dure un maximum de 3 ans. Ensuite, si on passe à la PPMC, le prochain slide, alors là, pour le coup, c'est une peine qui va être prononcée par une juridiction. Je vous condamne à un certain nombre de choses parce que, par exemple, vous, entreprise, vous avez fraudé, vous avez commis des actes de corruption, et une des peines complémentaires, c'est de mettre en œuvre un programme, et l'AFA doit intervenir pour le contrôler. Là-dessus, c'est une peine, une durée maximale de 5 ans. Bon, c'est très lourd pour les entreprises parce qu'évidemment, il y a les honoraires des experts, enfin pas des experts, mais des experts, mais aussi des conseils qui doivent être mis en œuvre par l'entreprise. Alors, pour vous donner une idée un petit peu, on va dire, rapide de ce programme, si on peut voir la prochaine slide. Mathieu, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, vous avez, dans ce cadre-là, eh bien, plusieurs phases. D'abord, un audit initial qui va durer quelques mois. Ensuite, la slide suivante montre la remise du plan d'action, puisque en fait, l'entité va devoir soumettre à l'AFA un plan d'action, soit pour remédier aux défaillances du contrôle, soit pour mettre en place complètement le programme. Ensuite, l'AFA, en phase 3, va analyser ce plan d'action et le valider. Ensuite, la phase numéro 4, c'est la phase la plus compliquée, entre guillemets, c'est la mise en œuvre, qui là va pouvoir être assez lourde, hein, avec des agents de l'AFA qui vont pouvoir aller faire des interviews dans les filiales, etc. Et puis, la phase 5, l'audit final. Donc, tout ça, on en parle rapidement parce que ce n'est pas forcément le lieu de vous assommer de détails techniques, mais c'est extrêmement lourd pour l'entité. Et surtout, il y a des sanctions possibles qui sont extrêmement importantes, qu'on voit en slide numéro 8. Voilà. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, comme vous le savez, l'avantage extraordinaire de la CGIP, c'était de ne pas avoir de condamnation pénale. Donc, pour les personnes morales uniquement. Hein. Donc, vous, personnes morales, vous pouvez continuer à travailler sur les marchés, continuer à répondre aux appels d'offres publics, il n'y a pas de difficulté. Sauf que si, à l'issue du délai, le parquet et l'AFA considèrent que vous n'avez pas respecté votre obligation de mettre en œuvre ce programme de conformité dans les détails souhaités, eh bien, la CGIP peut être interrompue. Et alors là,
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on vous rembourse l'amende d'intérêt public que vous avez payée, certes, mais l'action publique repart, et donc l'entreprise et les dirigeants risquent un procès pénal, avec tout ce que ça peut comporter. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un enjeu absolument énorme pour montrer à la fin que vous avez respecté vos obligations. Ensuite, dans le cadre de la PPMC, la peine, le programme de mise en conformité, et alors là, si vous ne respectez pas cette peine, vous avez un délit spécifique qui est prévu au code pénal, qui est quand même un peu moins, on va dire, lourd que dans le cadre de la CJ. Merci David. Alors, avant de terminer notre présentation, un petit point de synthèse pratique sur les documents qui sont fournis lors d'un contrôle. Finalement, comment est-ce que ça se passe? Quels sont les documents qui sont fournis lors d'un contrôle? Vous qui en avez l'expérience, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est transmis, ce qui n'est pas transmis? Et puis, est-ce qu'il y a aussi là encore des bonnes pratiques pour avoir participé à un contrôle? Moi, j'ai le souvenir assez frappant d'une entreprise qui avait communiqué des documents, des masses de documents qui avaient été mis à disposition des auditeurs et des agents, et on avait un petit peu l'impression qu'on cherchait à noyer le poisson dans l'eau, à communiquer des documents pour justifier qu'on avait fait quelque chose, mais rien n'était très probant, rien n'était très parlant. Qu'est-ce qu'il faut cibler des documents en particulier? Est-ce qu'il faut ne pas faire l'impasse sur certains sujets? Et qu'est-ce qu'il faut éviter, en fait, pour ce processus de communication de documents auprès de l'agent? Alors, effectivement, il y a un grand travail de communication de documents, et d'ailleurs qui est très évolutif au fur et à mesure du contrôle, parce qu'il y a d'abord donc cette batterie de questions, les 163 questions auxquelles il faut répondre, mais elles vont généralement appeler d'autres questions. C'est-à-dire, l'AFA pourra dire, oui, mais est-ce qu'on peut voir les agendas? Quelle date vous êtes réunis pour parler de la cartographie des risques, pour l'élaborer? Alors, s'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas faire l'impasse, c'est effectivement la documentation. Je parle notamment de la cartographie des risques, de l'évaluation des tiers. C'est vraiment important de détailler et de documenter chaque étape, parce que ça montre vraiment ce qui s'est passé. Il y a une approche très pragmatique, en fait, de la cartographie des risques. Alors, ça peut paraître, en fait, compliqué dans les recommandations, et même le projet de réforme la prévoit, qu'il y ait une documentation aussi importante qui doit être faite, mais finalement, c'est pas non plus, on ne demande pas des tests de droit, quoi. On demande aussi ce que veut voir l'agence, c'est une implication réelle de la part de l'instance dirigeante, et puis des personnes qui ont participé à l'élaboration de cette cartographie des risques, qu'elle soit pragmatique et qu'elle corresponde véritablement à l'objet social de la société. Donc, voilà, moi je pense que ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Je pense que ce qui est important aussi, c'est, David l'a déjà dit, hein, mais il faut qu'il y ait une démarche de transparence et de coopération. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas parfait, et s'il y a encore des chantiers et d'expérience, on le sait, hein, chez nos clients, il y a souvent des chantiers qui ne sont pas tout à fait aboutis, notamment celui de l'évaluation des terres, qui est un gros chantier, qui est compliqué. Parfois aussi, le contrôle du dispositif n'est pas tout à fait établi. Eh ben, il ne faut pas le cacher, quoi. Il faut mettre un plan d'action, même si c'est au début des contrôles, et dire on a un plan d'action qui va être déployé sur les 6 mois et on va mettre ça en place, ça en place, ça en place. Mais au moins, il y a quelque chose d'évolutif et de pragmatique et de coopération pour dire on sait que ce n'est pas parfait, mais on va le faire. Voilà, moi, je pense qu'il y a aussi tout un travail de remédiation qui peut intervenir pendant le contrôle. D'accord. Sur les documents à fournir pendant le contrôle, il faut, lorsque vous mettez en place votre cartographie des risques et tous les documents et tous les process qui sont demandés par la loi 52, il faut tout documenter. Alors, vous faites des réunions pour parler de la cartographie des risques. Il faut pouvoir documenter quand est-ce que ça s'est tenu, qui était présent, qui a participé, ce qui a été dit, et il faut garder tout ça. Parce que les gens de l'AFA ne sont pas, naïfs. Hein, ils ne sont pas des débutants, donc ils vont vous demander. Bon, alors très bien, vous dites que vous avez participé à l'élaboration de la cartographie des risques. Comment ça s'est passé? Vous étiez présent à quelle réunion? De quoi vous avez parlé? Et ils vont très vite voir si les choses tiennent la route ou pas. Donc, il faut tenir vraiment une Bible
qui sera prête en cas de contrôle pour démontrer ce qui a été fait. L'avantage de faire ça, c'est qu'on n'est pas pris au dépourvu pendant le contrôle, on maîtrise l'information qu'on peut donner, mais surtout, on démontre que tout ce qu'on dit est fondé. Parce que 12 réunions, s'il faut retrouver les agendas, s'il faut chercher dans les Outlook qui ont pu disparaître entre-temps, etc., ça va provoquer des difficultés. On va se dire, de l'autre côté, mais ils ne sont pas clairs, ils essayent de nous cacher quelque chose. Bon, parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est juste des problématiques informatiques et autres. Donc, gardez tout ça. Et puis, surtout, si vous préparez ça en amont, ça vous donne la possibilité de le filtrer, de le scanner pour ne communiquer que ce qui est communicable. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien d'avoir dans ces documents de préparation des exemples très précis de cas de corruption avérés qui ont été découverts et gérés. À quoi ça sert? De montrer qu'il y a eu des problèmes, certes, mais bon, aussi, ça vous donne un risque de poursuite pénale. Donc, tous ces documents, il faut les préparer en amont pour que potentiellement les conseils les revoient, les retravaillent et qu'on puisse avoir une version expurgée des risques qui puissent être produites à la fin. Merci David. Et je me permets d'ajouter un petit point supplémentaire de mon point de vue d'avocat qui intervient sur des opérations de cession ou d'acquisition. C'est très important aussi dans le cadre de ces opérations-là d'avoir ce coup d'avance en matière de conformité et d'être justement en conformité et d'avoir tous ces documents à disposition. Pourquoi? Parce que pour un vendeur, c'est très important d'être capable de documenter le fait qu'on a une cartographie des risques, on est en conformité, on a fait notre analyse des tiers, etc. D'avoir de la documentation, on peut la mettre à disposition des candidats acquéreurs en data room. Alors, bien sûr, en respectant certaines règles de confidentialité, il y a un petit peu de tactique aussi, de savoir à quel moment on donne ces informations, à quel moment, à qui on les donne. Et puis, pour un acquéreur, c'est très important de se rendre compte que la société cible qu'il achète, eh bien, elle est en conformité, qu'il ne va pas y avoir des coûts supplémentaires à engager postérieurement à l'acquisition, qu'il ne va pas y avoir besoin de mener des audits approfondis pour mesurer le risque. Et donc, de quoi est-ce qu'on parle, à la fois pour un vendeur et pour un acquéreur? On parle de maximisation de la valeur de l'entreprise. Donc, c'est très important d'avoir ce coup d'avance. Là-dessus, ce qu'on peut dire aussi, pour sortir un tout petit peu du cadre des contrôles AFA, c'est qu'on a vu parfois des entreprises qui ne sont pas dans les seuils, pas encore dans les seuils, peut-être que les seuils vont changer. Donc, des entreprises qui ne sont pas dans les seuils, mais qui interviennent dans des zones, on va dire, sensibles, et qui choisissent volontairement de mettre en œuvre des processus tels que ceux prévus par la loi, peut-être pas dans le même niveau d'intensité, mais en tout cas dans le même esprit, parce que justement, dans une opération de revente ou de cession des titres, ces entreprises-là veulent être, comment dire, vendables à des grands groupes qui, de toute façon, vont demander où en est la cartographie des risques, où en est les process anticorruption. Absolument. Voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de notre présentation et puis on va prendre maintenant la liste des questions, mais juste avant, encore une fois, dans un état d'esprit de vous donner un peu les conseils et les éléments clés avec lesquels vous devez repartir et que vous devez garder à l'esprit. Cécile, David, est-ce que vous pouvez nous donner en 2 mots ce qu'il faut retenir pour bien préparer un contrôle et pour éviter de se mettre dans une situation de risque dans le cadre d'un contrôle diligenté par l'AFA? Alors, encore une fois, moi, je pense que la transparence et la coopération sont les maîtres mots, et puis la documentation. Alors, de notre point de vue, ce qui caractérise le contrôle AFA, c'est qu'on est face à une autorité qui est récente, et qui, en même temps, est là pour contrôler, mais en même temps, comprend très bien que parfois, les entreprises ne sont pas encore complètement à jour. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous arrivez à remédier à certaines lacunes pendant le contrôle, l'AFA va prendre ça en compte, et la commission des sanctions, d'ailleurs, ne sanctionnera pas si, au jour de l'audience, eh bien, les manquements ont disparu. Donc, ça, c'est très nouveau. C'est très novateur parce que d'habitude, vous avez les policiers qui arrivent et qui constatent une problématique pénale. Même si vous faites une nomination postérieurement, ça ne change rien. Ce qu'on appelle le repentir actif en droit pénal, mais ça ne change rien. Là, ce n'est pas le cas.
Donc, vous avez la possibilité, même si vous êtes au moment du début du contrôle pas complètement à jour, de remédier à cela pendant le contrôle. L'AFA va tenir compte de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. La situation n'est pas figée si lorsque le questionnaire arrive, vous n'êtes pas à 100% en conformité. Merci David. Peut-être qu'on peut prendre les questions. On a un certain nombre de questions, donc on va les prendre les unes après les autres. Alors, la première question, d'après votre connaissance des contrôles déjà réalisés depuis 2017, arrivez-vous à discerner une stratégie de contrôle de l'AFA, notamment en termes de taille d'entreprise, de secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des grandes tendances? Alors, écoutez, non, pas selon nous. On s'est un peu replongé dans les rapports, en fait, dans les chiffres clés sur les contrôles AFA qui sont publics pour les années 2017, 2018 et 2019. Donc, quand les contrôles ont commencé en 2017, alors je vais vous rappeler quelques chiffres, c'était en novembre 2017, il y a eu 6 contrôles. Donc déjà 6 contrôles en 2017 qui portaient que sur des acteurs économiques, pas sur des acteurs publics. En 2018, il y a 43 contrôles qui ont été diligentés, dont 28 sur des acteurs économiques. Notamment 2 entreprises publiques et 11 filiales françaises de groupes étrangers et 15 sur des acteurs publics ou associatifs. Donc, les acteurs publics ou associatifs, il ne faut pas les négliger non plus. C'est aussi une cible importante de l'AFA. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 28 contrôles d'initiative sur les acteurs économiques, ça concernait des entreprises qui réalisaient un chiffre d'affaires entre 297 millions d'euros et 78,9 milliards d'euros, qui avaient un effectif qui était compris entre 600 et 376 000 collaborateurs et qui détenaient à la date du lancement du contrôle entre 0 et 1127 filiales, dont en moyenne 40% à l'étranger. Et 5 des entreprises contrôlées avaient leur siège social en région. Voilà. Donc ça, c'était quand même… c'est en tout cas ce qui était… ce qui était relaté par l'État, par l'agence. Le contrôle des acteurs économiques a également porté sur des entités têtes de filière ou sur des entités figurant parmi les leaders mondiaux, européens ou nationaux, via leur mise en conformité anticorruption. Donc, qui avaient un certain devoir d'exemplarité, en fait, qui devaient contribuer à la diffusion des bonnes pratiques au sein de leur environnement. Et ce que dit également le rapport de 2018, c'est que leur présence géographique dans des territoires particulièrement exposés au risque de corruption ou leur appartenance à des secteurs sensibles ont également été retenus comme critères de contrôle. Donc ça, c'était pour 2018. Il n'y a pas eu, en tout cas en 2018, de saisine de la commission des sanctions. Et pour la dernière année 2019, il y a 36 contrôles qui ont été initiés en 2019, dont 20 sur des acteurs économiques et 16 sur des acteurs publics ou associatifs, donc encore beaucoup. Donc, les précisions qui ont été apportées par l'AFA sur ces 20 contrôles, il y avait 3 contrôles globaux qui portaient sur des entreprises du CAC 40, 12 contrôles thématiques, des contrôles qui portaient sur certaines composantes du dispositif anticorruption, et ça portait sur les principales entreprises d'un secteur d'activité particulièrement exposé au risque d'atteinte à la probité, et 5 contrôles des suites d'avertissements qui avaient été donnés à des entités qui avaient été contrôlées en 2017 et 2018. Donc, il y a eu des contrôles de suite aussi. En fait, on n'en a pas parlé de ça, mais il y a des contrôles de suite au premier contrôle. Et donc là, ces 20 contrôles portaient sur des entreprises qui représentaient un chiffre d'affaires compris entre 102 millions et 58 milliards d'euros, des effectifs entre 1500 et 211 000 collaborateurs. Donc là encore, c'est très large. Et à la date du lancement de contrôle, elle détenait entre 1 et 505 filiales, dont en moyenne 56% à l'étranger. Donc des éléments d'extranéité quand même importants. Et 15 d'entre elles déployaient leur activité sur des territoires particulièrement exposés. Et 2 avaient fait l'objet d'un signalement. Donc signalement, qu'on retrouve, qui était jugé crédible. Et donc la saisine de la commission des sanctions, elle a été saisie pour la première fois en 2019 à 2 reprises. Et donc, il y a eu 2 décisions qui ont été prononcées, une le 4 juillet 2019 et une autre le 7 février 2020. Mais voilà les tendances qu'on peut vous donner. On ne peut pas vous donner en revanche les secteurs d'activité, mais vous voyez que c'est très large avec des secteurs particulièrement exposés et des éléments d'extranéité avec des filiales à l'étranger très importants. Oui, d'accord. Alors, une question sur ce fameux questionnaire des 163 questions. Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il va être révisé, ce questionnaire, sur la base des nouvelles recommandations qui sont encore sous forme de projet actuellement? Oui, ce n'est pas impossible. Oui, ce n'est pas impossible, effectivement. On peut s'attendre à ce qu'il y ait
peut-être des précisions qui soient demandées, notamment sur la documentation à produire. Comme on le disait, c'est un contrôle sur pièce, donc je pense notamment au projet de recommandation sur la cartographie des risques où il y a plus de documents qui sont demandés, donc c'est pas impossible. Oui. Alors, un petit peu dans le même esprit que tout à l'heure, on avait une question sur les filiales minoritaires. Là, une question toujours sur ces filiales, mais est-ce que la cartographie des risques doit être réalisée dans chaque filiale du groupe, y compris dans celles qui sont situées à l'étranger? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et après, il y a une remontée globale, en fait, au niveau de la société mère pour identifier tous ces risques, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, la filiale, en fait, il y a une indépendance quand même de la personnalité morale de la filiale, qui agit peut-être sur des secteurs différents, mais oui, tout à fait. Alors, une question intéressante là sur la manière dont ça se passe en interne dans une entreprise. Un directeur général peut avoir tendance à sous-estimer les risques liés à un contrôle AFA. Ça, je pense qu'on partage tout à fait ce constat. Et donc, à ne pas vouloir y consacrer le temps, dédier les ressources nécessaires, etc. Quel est notre conseil et comment est-ce qu'il faut faire intervenir en amont le conseil, l'avocat de l'entreprise, même avant tout contrôle AFA, pour aider le directeur de la conformité vis-à-vis de sa direction générale, pouvoir dégager les moyens nécessaires. En gros, comment est-ce qu'on fait passer le message que ce n'est pas un sujet périphérique, que c'est une zone de risque et qu'il faut y consacrer du temps et de l'argent, malheureusement? Alors, ça, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que les entreprises ont été un petit peu submergées par les réglementations sur les données personnelles, sur l'AFA et autres, et donc à un moment donné, on priorise. On dit, ça, on va faire ça maintenant, ça, on va faire ça plus tard, et puis on verra après lorsqu'on aura des problèmes. Oui, il faut, à notre avis, faire intervenir le conseil très en amont, parce que le directeur général n'a pas forcément une vision très précise des risques encourus. D'abord, à titre personnel, puisque les personnes physiques peuvent être sanctionnées par la commission des sanctions, et puis aussi en termes de réputation et en termes de passerelle avec le monde pénal. Donc, faire intervenir les conseils pour expliquer tout cela, ça permet parfois d'ouvrir les yeux et de donner un petit peu un moyen de pression sur le CMF ou le directeur général pour qu'il se rende compte qu'on ne peut pas gérer ça de façon artisanale. Merci David. Alors peut-être une dernière question, parce que je vois l'horloge qui tourne et on arrive bientôt au terme du temps qui nous est imparti. Une dernière question donc, en ce qui concerne les filiales françaises de groupes étrangers. Quelle va être l'approche de l'Agence française anticorruption si le dispositif qui s'applique à cette filiale française est de conception étrangère et donc n'est pas tout à fait identique à celui qui est préconisé par l'AFA? Alors oui, je pense que vous faites référence en fait aux filiales françaises de groupes étrangers qui entrent dans les seuils de la loi Sapin 2 et qui peuvent être soumis au contrôle. Parce que vous savez que dans les seuils, c'est les entreprises françaises qui ont leur siège social en France. Mais quand il y a une filiale française très importante d'un groupe étranger qui rentre dans les seuils, elle peut faire l'objet d'un contrôle de l'AFA. Alors, sur le dispositif anticorruption, qui est différent de celui des recommandations de l'AFA. Alors, l'AFA est très claire, notamment sur la cartographie des risques. Vous pouvez retenir une autre méthodologie. Vous pouvez, mais il faut pouvoir en justifier. Il faut pouvoir justifier de son existence, de sa pertinence et de son efficacité. Et donc, il faut pouvoir prouver que vous aboutissez au même résultat. De toute façon, dans cette filiale française, on devra aussi retrouver les 8 points de la loi Sapin. Donc, il y a un travail explicatif, je pense, auprès des agents de l'AFA pour expliquer comment le programme a été déployé, s'il existe, s'il est pertinent, s'il est efficace. Mais il faudra, il y a une divergence très forte entre la méthodologie appliquée par l'AFA, enfin, en tout cas recommandée par l'AFA dans sa doctrine, et celle que vous appliquez au sein de votre filiale. Il y a un travail quand même important, à mon avis, de communication et d'explication. Oui, mais là, il y a aussi un point, c'est que ce n'est pas parce que vous respectez votre dispositif, par exemple, américain, et que vous avez un plan très joli qui respecte le FCPA, que vous êtes en règle avec la loi française. Donc, il faut bien que le groupe comprenne que si vous avez votre très beau plan anticorruption américain, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et qu'on n'est pas du tout dans la même philosophie.
D'ailleurs, le plan américain ne prévoit pas des choses aussi précises que dans la Sapin 2. Donc, il va falloir être conforme au dispositif américain, mais aussi à la loi Sapin 2, ce qui implique un travail supplémentaire. Merci David. Donc, avant de lui passer la parole, je voudrais remercier Frédéric Paradis de nous avoir donné l'opportunité de faire cette présentation devant vous. On espère qu'on a éclairé un petit peu ce dispositif et la manière dont il faut appréhender ces contrôles. On vous remercie aussi pour toutes vos questions qui nous ont permis déjà d'y répondre et puis de rendre cette présentation un petit peu vivante malgré le contexte et le fait que ce soit en webinaire. Et donc, je repasse la parole à Frédéric. Oui. Merci encore à tous. Merci Mathieu, merci Cécile, merci David, merci à tous les participants et vous étiez 36 sur ce webinaire, ce qui fait que c'est une belle participation. Vos questions très intéressantes montrent qu'il y a encore plein de sujets. J'ai noté quelques points et je les donne à la volée au moins pour les informations que je peux avoir. Par exemple, quand on parle de la nature des documents que l'AFA peut récupérer dans un contrôle, ils ont déclaré plusieurs fois qu'ils avaient des personnes habilitées secret défense et donc que le secret défense pour les gens qui étaient soumis pour certains nombres de documents à ce type de confidentialité, c'était pas opposable parce qu'ils avaient une personne. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est des procédures assez longues pour obtenir l'accréditation. Ça mérite de toute façon de bien vérifier que la personne qui vous demande ces documents-là ait bien été accréditée pour éviter de vous retrouver en violation des différents niveaux de la confidentialité défense. Concernant les agents, très important, il faut noter, et ça c'est les gens de l'AFA qui me l'ont indiqué encore tout récemment, il y a eu une évolution du statut des personnels ou au moins de l'origine des agents, puisque beaucoup d'agents proviennent maintenant des douanes, ce qui leur donne un vernis plus par rapport aux entreprises qu'ils connaissent. Ils ont l'habitude de travailler avec les entreprises. Et si vous, en tant qu'entreprise, vous avez déjà travaillé avec les douanes, vous savez que c'est quand même une administration qui est très proche des entreprises, qui est quand même là pour faciliter les choses et qui sont très souvent pas du tout avares par rapport aux informations et aux conseils qu'ils peuvent vous donner dans leur secteur, qui sont souvent les exportations, tout ça pour faciliter quand même le business français. Donc, c'est quand même des gens qui sont qui connaissent très bien les entreprises. On n'a plus des gens comme on avait un peu moqué les gens de l'AFA au tout début, des gens qui viennent de l'éducation nationale. Bon, j'ai rien contre l'éducation nationale, mais enfin, chacun travaille dans son secteur. Moi, je vous conseille, mais vous le savez bien, lors de contrôle, qu'il y ait une personne qui soit désignée par avance, et d'où la nécessité de se préparer pour accueillir les gens de l'AFA. N'oubliez pas de former, entre guillemets, les gens qui sont à votre accueil, parce que c'est eux qui vont recevoir les premiers, les agents de l'AFA, si vous n'avez pas reçu un courrier avant vous annonçant l'arrivée de l'AFA. Donc, il faut quand même impliquer toute la chaîne de l'accueil chez vous pour que tout se passe bien. En ce qui concerne les fusions-acquisitions, Mathieu en a parlé. Rappelez-vous qu'il y a un guide de l'AFA sur les sujets ou les items à contrôler lors de ces opérations de fusion-acquisition ou les opérations de haut de bilan. Moi, personnellement, je trouve que ce guide n'est pas fondamental et j'ai fait beaucoup de critiques sur ce guide au moment où il est paru. Bon, je ne trouve pas qu'il soit fondamental. Cela étant, le sujet est extrêmement important, très sensible. Donc, il ne faut pas du tout le bypasser. Moi, si vous n'êtes pas complètement convaincu, je vous invite à aller sur YouTube. Il y a une excellente présentation dans le cadre d'un film qui a été réalisé par un cabinet d'avocats franco-britannique qui s'appelle Descartes. Je vous conseille de le voir parce que vraiment, il est très formateur. Moi, personnellement, je m'en suis servi dans le cadre d'un COSTRAT pour former tous les administrateurs, tous les dirigeants de l'entreprise. Et honnêtement, ils sortent de c'est quelque chose qui dure en 1 heure, 1 heure et demie. Ils sortent vraiment très sensibilisés à ce qui peut arriver lors d'une opération de haut de bilan et qu'on découvre qu'il se passe des choses pas très régulières dans un certain nombre de pays. Et dernier point que j'ai noté, très important, pour les entreprises qui sont sous les seuils de la loi Sapin, moi je ne peux que vous inviter bien évidemment à aller sur le terrain de la compliance. Vous avez d'ailleurs vu
dans les projets de recommandation de la FA qu'ils ont fait un projet très simplifié et à mon avis très mal fait quand même, selon moi, concernant tous les acteurs. Donc, on a compris que c'était plutôt les acteurs qui étaient en dessous des seuils. Cela étant, n'oubliez pas que la compliance, vous n'êtes pas au milieu d'un océan sur un bateau, vous êtes en interaction avec beaucoup de gens, et notamment avec des financiers, et notamment avec des banquiers qui eux-mêmes font l'objet de contrôle AFA. Rappelez-vous que le contrôle numéro 1 était BPI. Pourquoi BPI? Parce que c'est une banque de place, c'est une banque publique. Ils ont voulu montrer qu'ils n'allaient pas laisser les banquiers faire, entre guillemets, comme ils faisaient jusqu'à présent. Et donc, les banquiers de la place de Paris, que ce soit des banques françaises ou des banques étrangères, demandent beaucoup de choses au titre de la compliance parce qu'eux-mêmes ont été sensibilisés par le contrôle BPI. Et donc, que vous soyez sous les seuils ou au-dessus des seuils, de toute façon, si vous voulez que la banque travaille avec vous, vous êtes obligé de passer sur leur full coding. Donc, le travail sur la compliance et la gouvernance, c'est pas uniquement une question de seuil, c'est aussi une problématique qui est plus large parce que vous êtes en interaction avec des financiers, mais avec vos clients, avec vos fournisseurs qui peuvent être, eux, dans des seuils de l'AFA ou dans des démarches proactives, et donc ils peuvent vous demander des choses. Donc, je pense honnêtement que ce n'est pas une question de seuil, ça ne devrait pas être une question de seuil. Bon, on est dans un système, dans une culture franco-française qui aime bien mettre ça dans des cases, mais la compliance, à mon avis, ça va bien au-delà de la case. Donc, encore merci. Voilà les derniers petits points que je voulais, que j'ai notés au fil de la présentation, que j'ai trouvé très intéressante, très instructive, parce que très pratique, et c'est ce qu'on essaye de faire avec la commission éthique et conformité du CIEM. Donc, encore vraiment merci à nos amis. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, à nous les poser, soit via mon mail, soit via le mail du CIAD. On les fera passer à nos amis de chez Bryan Kay pour qu'ils puissent vous apporter les éléments de réponse. J'ai bien évidemment oublié de vous dire un point qui est très important parce que ça a fait l'objet d'une question et c'est essentiel et je pense qu'il faudra y revenir. C'est la question de la cartographie des filiales. Car en fait, le sujet, je pense, parce que c'est une question qu'on voit très souvent apparaître, c'est quand on est une filiale d'un groupe, quid de la cartographie? Est-ce qu'on la réalise au niveau de la société mère ou est-ce qu'on la réalise au niveau des filiales? Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des problématiques qui sont pas fatalement, qui sont au niveau de la filiale, qui se retrouvent pas fatalement à la maison mère? Ça doit être possible puisque la question se pose. Là, il y a un vrai sujet. Moi, personnellement, j'ai pas la réponse, mais il y a une vraie problématique et il est dommage d'ailleurs, dans le cadre des projets de recommandation, que l'AFA n'ait pas un peu travaillé ce sujet qui est une vraie problématique pour les groupes. Je reviens sur ce qu'a dit David, et c'est vraiment le dernier point cette fois-ci, concernant les filiales françaises de groupes étrangers, ayant travaillé très longtemps dans des filiales françaises de groupes américains, ayant rencontré les problématiques de la compliance américaine par rapport à la loi française, et je ne referai pas mon historique des condamnations qu'on a pu avoir, il est indispensable que vous respectiez la loi française. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi française s'applique à toutes les entités, notamment filiales françaises, à partir du moment où elles ont leur siège, un siège en France. Donc ça, vous ne pouvez pas y bypasser. Je sais que c'est très compliqué d'expliquer à nos amis américains, notamment qu'il faut qu'on louvoie entre le FCP notamment et puis la loi Sapin. On a l'avantage par rapport à la période que j'ai connue qui était antérieure à la loi Sapin, c'est que maintenant on a une loi Sapin qui nous permet de dire voilà, c'est la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Avant, c'était encore plus compliqué et j'ai vu nombre de personnes sauter dans les groupes français parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la direction juridique monde et notamment la direction juridique américaine. Mais là, je pense qu'on est dans une situation un tout petit peu plus favorable pour expliquer que voilà, il y a une loi en France et qu'on doit respecter la loi. Et donc, ça touche tous les éléments du programme de compliance. Moi, je me souviens, la traduction du code d'éthique, qui était en américain ou en anglais, pour l'avoir en français, c'était très compliqué. La conformité du code d'éthique américain à la loi française, je peux vous dire que moi, j'ai pris 2 procès pour des problématiques de liberté d'expression qui n'a pas du tout le même sens, et je ne parle pas de la situation, mais c'était dans les années 2010, 2 procès pour atteinte à la liberté d'expression parce que le code américain était très peu enclin à reconnaître ce droit, alors qu'il
Il y a des textes en France, notamment dans le Code du travail, qui permet beaucoup plus de choses, des problématiques sur le droit de l'environnement qui sont traitées de façon totalement différente. Et enfin, il y a des choses, par exemple, le voyage à Cuba, à l'époque où Cuba était sous embargo, mais il y a encore quelques pays sous embargo, où c'était très compliqué d'expliquer aux Français que vous n'aviez pas le droit d'aller à Cuba parce que vous étiez salarié d'un groupe américain. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu avec nos amis américains pour bien leur expliquer qu'il y a des contraintes en France et il faut bien les respecter. Et je ne parle pas de toute la problématique de la validation des systèmes d'alerte par le CHSCT ou les nouveaux organismes de représentation du personnel qui posent un souci parce que les Américains ils sont complètement imperméables à cela. Merci encore. Je reviens juste 2 secondes sur les prochaines réunions. Prochaine réunion de la commission éthique et conformité, ça sera le 15 décembre. Certainement au webinaire. Si on peut faire autrement, honnêtement, on le fera, même si je trouve que, et merci encore aux gens du CIAN, à Étienne, d'avoir investi dans un système qui marche vraiment très bien et qui est, je trouve, un des plus performants que j'ai pu rencontrer, et Dieu sait que j'en ai rencontré. Donc, prochaine réunion le 15, ça sera autour d'un sujet plus africain sur la problématique de la gestion d'une crise autour d'une problématique de compliance, avec des gens qui travaillent aussi bien dans la compliance que dans la communication de crise et dans la gestion de la communication de crise. On va revenir un peu à ces situations-là, même si on ne sera pas dans une situation de contrôle, mais dans une situation, le contrôle pouvant générer une crise, on l'a vu parfois. Je vous rappelle que le CIAN et la commission éthique et conformité ont actualisé un ouvrage qui était déjà existant et qui s'appelle « Résister aux sollicitations indues ». On l'a actualisé parce que, bien évidemment, il y a la loi Sapin. Donc, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, mais surtout dans les locaux du CIAN. N'hésitez pas à passer commande. Il est au prix de 12 €. Il est en bilingue, français-anglais. Il a été rédigé partiellement par votre serviteur, mais par également des gens de chez Total, donc membres du CIAN, et des cabinets d'avocats membres du CIAN. Donc, n'hésitez pas à le réclamer. Le prochain livre qui va sortir donc au premier trimestre 2021 sera un livre qui marquera, je pense, l'histoire de la compliance en France, car il traitera d'un sujet dont je n'ai jamais rien vu décrit, au moins dans le terme d'un ouvrage, qui traitera de la problématique de comment travailler avec des intermédiaires dans les opérations d'exportation, surtout d'un côté pratique, d'essayer de vous donner les meilleures pratiques possibles pour pouvoir travailler avec des intermédiaires. Dans des opérations d'exportation, vous ne pouvez pas faire autrement que de travailler avec ces gens-là. Et également, surtout, de vous montrer qu'il y a quelques pièges à éviter qui sont connus, mais dans lesquels certaines entreprises tombent encore. Donc, n'hésitez pas de regarder, de noter dans vos agendas le prochain ouvrage. En 2021, nous lancerons donc un nouveau groupe de rédaction d'un prochain ouvrage. Donc, j'ai 2-3 sujets à vous proposer. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez être intéressé et si vous avez des sujets qui pourraient être intéressants. Le sujet à minima doit pas fatalement avoir une réponse, mais avoir du développement, parce que traiter une question sur laquelle il n'y a rien, c'est quand même difficile de tenir une 50aine de pages. Moi, ce que je vous propose, c'est de travailler sur les investigations ou ce qu'on appelle les enquêtes internes, parce que je pense que là, il y a un vrai sujet qui est transverse entre beaucoup de domaines du droit, que ce soit le droit du travail, le droit social, le droit de l'entreprise, le droit des sociétés. Donc, c'est un sujet, mais je suis preneur de toutes les suggestions que vous pouvez avoir. On mettra ça en place au cours du premier trimestre 2021 avec tous les volontaires qui voudront bien travailler sur le sujet qui aura été arrêté collectivement. Merci à tous. Je vous dis au 15 décembre prochain. Encore merci à nos amis. À très bientôt. Bonne journée, bon travail et surtout protégez-vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.